Les mariages ne se terminent pas toujours par une seule dispute explosive. Parfois, ils s'achèvent dans un moment très calme. Lorsque vous voyez la personne que vous aimez vivre une vie que vous n'aviez jamais imaginée. C'est ce qui m'est arrivé à Chicago, même si je ne le comprenais pas encore. Le matin où ma fille a suggéré que nous y allions. Lorsque mon mari est parti en voyage d'affaires à Chicago, notre fille a dit « Allons surprendre papa ». Alors, nous avons réservé un vol. Mais quand nous sommes arrivés à cet hôtel et que l'employé de la réception a levé les yeux de son écran avec un froncement de sourcils perplexe. Quelque chose dans ma poitrine s'est glacé avant même que j'aie les mots pour expliquer pourquoi. Je m'appelle Lily Cooper. J'ai 43 ans, et jusqu'à ce week-end-là, je croyais comprendre assez bien ma propre vie. Je vis dans une banlieue calme à l'extérieur de Richmond, en Virginie. Dans une maison coloniale en briques avec un érable qui rend tout le jardin devant orange chaque octobre. Je travaille comme responsable administrative et comptable dans un cabinet dentaire. Un poste que j'occupe depuis 11 ans, qui correspond à mon amour particulier pour l'ordre. Des colonnes qui s'équilibrent, des rendez-vous qui ne se chevauchent pas. De petits problèmes qui ont des solutions nettes. Mon mari Mason a 48 ans. Il est directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical. Le genre de métier qui exige un bon costume. Une poignée de main ferme et suffisamment de charme pour faire sentir à un administrateur d'hôpital qu'il est la personne la plus importante de la pièce. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Je ne prétendrai pas que notre mariage brûlait encore comme à 25 ans. La plupart des mariages qui durent ne le font pas. La romance s'installe dans quelque chose de plus calme. Des listes de courses partagées. Une main dans mon dos pendant que nous regardions les informations du soir. Le confort particulier de savoir exactement comment quelqu'un prend son café. J'avais toujours cru que ce genre de stabilité valait plus que les feux d'artifice. Je le crois encore d'ailleurs. Je ne comprenais simplement pas à l'époque que Mason et moi avions cessé d'être d'accord sur ce que signifiait la stabilité. Au cours des 6 derniers mois, ces voyages avaient augmenté. Réunions clients, conférences régionales, visioconférences avec les équipes d'achats hospitaliers. Des explications raisonnables, toutes présentées avec son aisance et son assurance habituelle. Ce voyage particulier à Chicago, m'avait-il dit, comptait plus que les autres. Un gros contrat en dépendait. Il m'avait donné le nom de l'hôtel sans que je le demande. Mentionné le programme de la conférence de manière décontractée pendant le dîner. Le genre de détail qu'un homme fournit quand il n'a rien à cacher. Quand j'ai suggéré un appel vidéo un soir, il l'a écarté d'un geste. La salle de réunion était bondée. Les journées étaient longues. Il préférait simplement parler au téléphone quand il le pouvait. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Pourquoi l'aurais-je fait? Chloé, notre fille de 13 ans, lui manquait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle est vive. Affectueuse et profondément attachée à son père de cette manière particulière que seules les filles semblent avoir. Et récemment, la maison paraissait un peu plus vide avec ses absences fréquentes. Un samedi matin, pendant le petit déjeuner de pancakes. Elle a levé les yeux de son assiette avec une expression que j'ai reconnue instantanément. Celle qu'elle a quand elle a déjà décidé quelque chose et qu'elle rassemble juste le courage de le dire à voix haute. Maman? A-t-elle dit. Et si on allait à Chicago et qu'on surprenait papa? J'ai ri d'abord, mais elle ne riait pas. Et plus je la regardais, avec du sirop de gaufre sur le menton et les yeux brillants d'enthousiasme. Plus je sentais quelque chose s'adoucir en moi. De la culpabilité, peut-être. Nous n'avions pas fait grand-chose ensemble en famille ces derniers temps, tous les 3. Je me suis dit que ce voyage pourrait arranger les choses. Qu'il pourrait nous rappeler à tous ce que nous représentions les uns pour les autres. J'ai demandé mon vendredi de congé au travail. J'ai réservé 2 billets et une chambre dans l'hôtel même que Mason avait nommé. Chloé a passé 1 heure ce soir-là à faire une carte. La langue entre les dents sous l'effet de la concentration. Et quand elle me l'a montré, on y lisait « Tu nous as trop manqué pour qu'on reste à la maison ».
J'ai appelé Mason ce soir-là pour lui dire que Chloé et moi serions occupés pendant le week-end. Un petit mensonge destiné à l'empêcher d'appeler pendant que nous serions dans les airs. Il n'a posé aucune question. Si quelque chose, il semblait soulagé d'une manière que je n'ai pas examinée d'assez près. Bien, a-t-il dit. Peut-être que vous deux devriez faire un week-end entre filles. Je me souviens exactement de cette phrase parce que plus tard je l'ai repassée 100 fois dans ma tête, la tournant comme une pierre, à la recherche de la fissure que j'aurais dû voir. Cette nuit-là, Chloé n'arrivait pas à dormir à cause de l'excitation. Elle est venue dans notre chambre en pyjama, les cheveux en une tresse lâche. Et s'est glissée au bord de mon lit comme elle le faisait quand elle était petite. Tu crois que papa va pleurer quand il nous verra? A-t-elle demandé. Peut-être. Ai-je répondu en lissant une mèche de cheveux sur son front. Mais de joie. Elle a souri et est retournée se coucher. Et je suis resté éveillé longtemps après. Imaginant l'expression sur le visage de Mason quand il ouvrirait la porte de l'hôtel. La surprise, puis la joie. Puis cette chaleur particulière qu'il avait toujours pour notre fille. J'ai passé toute la nuit à imaginer son bonheur. Je ne savais pas que quand Mason nous verrait vraiment debout à Chicago, ce qui traverserait son visage ne serait pas la joie du tout. Ce serait la peur. Nous étions debout avant le lever du soleil, l'alarme perçant l'obscurité à 4h30 du matin. La maison encore froide avec ce silence particulier qui n'existe qu'avant l'aube. Chloé était déjà réveillée quand j'ai frappé à sa porte. Enfilant le sweatshirt gris que Mason lui avait offert pour Noël. Celui avec le petit renard brodé sur la manche. Elle l'avait choisi exprès. Je pense qu'un instinct lui disait que cela signifierait quelque chose pour lui de l'avoir le porteur. Le trajet jusqu'à l'aéroport était calme, la pluie tapotant légèrement contre le pare-brise. L'autoroute était presque vide. À part les phares occasionnels qui passaient dans l'autre sens. Chloé était recroquevillée contre la vitre avec la carte sur les genoux. Vérifiant toutes les quelques minutes que les coins n'avaient pas été pliés dans son sac à dos. Tu crois qu'elle va être écrasée, a-t-elle demandé. Et je lui ai dit que je l'envelopperais dans une pochette plastique à la porte d'embarquement si elle voulait, ce qui a semblé la satisfaire. La sécurité a pris plus de temps que prévu. Nous étions dans une file sinueuse sous des lumières fluorescentes. Chloé s'inquiétant à voix haute de savoir si ses bottes de neige comptaient comme des chaussures encombrantes. Et quand nous sommes passés, nous avions juste assez de temps pour prendre un café et une gaufre à un kiosque près de notre porte. Elle a parlé de tout le plan pendant que nous mangions. Comment elle voulait frapper à la porte elle-même. Comment je devrais me tenir à l'écart pour que Mason ne me voie pas en premier. Comment nous compterions jusqu'à 3 et crierions, surprise, ensemble. Je regardais ses mains animées bouger dans l'air tandis qu'elle décrivait cela. Et je me souviens avoir pensé clairement et simplement que c'était la bonne décision. Que quoi qui ait semblé un peu creux dans notre maison ces derniers mois. Ce week-end commencerait à le combler à nouveau. J'ai envoyé un texto à Mason avant l'embarquement. J'espère que ta présentation se passe bien. Nous t'aimons. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Je vais en réunion. Téléphone peut être éteint toute la journée. Quelque chose dans ce message m'a brièvement interpellé. Il m'avait dit la veille au soir que sa présentation était prévue pour l'après-midi de la veille. Pas aujourd'hui, mais j'ai laissé passer. Les programmes des conférences changent. J'ai travaillé dans suffisamment de bureaux pour savoir à quel point le plan change souvent d'heure en heure. Alors que nous roulions vers la piste, un autre message est arrivé. Ne m'attends pas ce soir. Dîner avec des clients. Je me souviens avoir eu l'impression qu'il dégageait sa journée à l'avance. S'assurant que je n'appellerais pas et ne le trouverais pas indisponible. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai regardé Chloé baisser le store du hublot pour ne pas voir à quel point elle était nerveuse pour le décollage. Chicago nous a accueillis avec un vent dur.
Vif et froid venant directement du lac et traversant mon manteau comme s'il n'existait pas. Chloé a pressé son visage contre la vitre du train tandis que la skyline surgissait de l'horizon. Gris et plat, tout en verre et acier. Et pendant un moment, je me suis laissé ressentir cela aussi. L'excitation d'arriver quelque part de nouveau. Quelque part où notre famille n'allait pas habituellement. Nous avons pris le train jusqu'au LOP. Puis une courte marche jusqu'à l'hôtel que Mason avait nommé. Une élégante tour de bureau près de la rivière avec une porte tournante et un hall qui sentait le cèdre et les fleurs fraîches. Nous nous sommes d'abord enregistrés dans notre propre chambre. Chloé voulait monter directement à l'étage de son père, tirant sur ma manche. Pratiquement vibrante d'anticipation. Mais je lui ai dit que nous devions confirmer son numéro de chambre à la réception avant de nous précipiter dans un couloir. Je me suis approché du comptoir et j'ai expliqué, en souriant, que nous espérions surprendre mon mari, Mason Cooper. Ici pour la conférence sur le matériel médical. La jeune femme au comptoir a tapé un moment, a légèrement froncé les sourcils, et a tapé à nouveau. Je suis désolé. A-t-elle dit. Je ne vois aucun client sous ce nom. Je lui ai dit que la réservation était probablement au nom de l'entreprise. Et elle a vérifié à nouveau, plus attentivement cette fois. En parcourant ce qui devait être une liste de blocs de conférences. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui essayait gentiment d'être utile. La conférence sur le matériel médical a quitté l'hôtel hier après-midi. Je suis resté là un instant sans rien dire. Mason m'avait dit que la conférence durait jusqu'à dimanche. Je me souviens de la sensation étrange que les mots ne s'inséraient tout simplement pas dans ce que je savais déjà, comme essayer de forcer une pièce de puzzle dans le mauvais emplacement. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication, une prolongation, un événement séparé. Quelque chose. Chloé était à quelques mètres dans la zone d'attente, serrant encore sa carte contre sa poitrine. Inconsciente, guettant la porte pour son père, comme on guette un défilé. J'ai appelé Mason. Ça allait directement sur la messagerie vocale. Je suis resté au comptoir, tournant le téléphone dans ma main. Essayant de construire une version des événements qui avait du sens. Quand Chloé s'est soudain levée et a pointé du doigt à travers les grandes fenêtres donnant sur la rue. Maman? Ce n'est pas papa? Je me suis retourné. De l'autre côté de la rue, à travers la lumière grise de l'après-midi. Un homme portant un manteau marron familier marchait vers les portes vitrées d'un immeuble. D'appartement de service. Le genre d'endroit que les cadres louent au mois, lignes épurées et au vent discret. J'aurais reconnu cette démarche n'importe où. 18 ans à regarder un homme traverser une pièce vous apprennent la forme de son corps, même de loin. Même à travers une vitre, même dans une ville qui n'était pas la nôtre. Mais il ne marchait pas seul. Une femme avait son bras passé sous le sien, riant de quelque chose qu'il avait dit. Sa tête inclinée vers son épaule d'une manière qui a fait tomber mon estomac avant même que mon esprit ne rattrape ce que je voyais. J'ai bougé vite. Me plaçant entre Chloé et la fenêtre avant qu'elle ne puisse regarder plus longtemps. Murmurant quelque chose sur le fait que la lumière jouait des tours. Que ce n'était probablement pas lui. Mais je savais. Je savais à cause du manteau. Celui en laine marron que je lui avais acheté 2 hivers plus tôt au centre commercial de Short Pump, en me plaignant pendant tout le trajet du retour du prix. Je savais à la façon dont il portait ses épaules légèrement en avant. Comme s'il marchait toujours vers une réunion qu'il devait gagner. Je savais grâce au sac en cuir qui se balançait à son côté. Celui que je lui avais offert pour son 45e anniversaire avec ses initiales brodées sur la sangle. Chloé voulait traverser la rue tout de suite, tirant sur ma main. Demandant pourquoi nous n'allions pas dire bonjour. Je lui ai dit que nous devions d'abord nous installer, déposer nos bagages. Laisser papa finir ce qu'il faisait. J'avais besoin de quelques minutes, juste quelques-unes. Pour comprendre ce que j'avais vu avant de le laisser approcher de ma fille. De retour dans notre chambre, j'ai rappelé Mason. Cette fois, il a répondu par un texto au lieu d'un appel.
Encore en réunion. Ne peut pas parler. J'ai fixé ces mots. Sachant qu'ils étaient arrivés seulement quelques minutes après que je l'avais vu disparaître à travers une porte vitrée avec une femme à son bras. Il n'y avait plus de place pour le doute. Aucune interprétation plus douce dans laquelle je pouvais plier les faits. J'ai demandé à Chloé de rester dans la chambre et de regarder quelque chose à la télé pendant que j'allais régler un problème avec la réservation de papa. Elle a accepté, un peu déçue, tendant déjà la main vers la télécommande. Et je suis sorti dans le couloir, me sentant comme si je marchais dans l'eau. J'ai traversé la rue et me suis assise dans le coin d'un petit café de l'immeuble d'appartement. Commandant un café. Je n'avais aucune intention de le boire, observant les ascenseurs et les portes d'entrée. 20 minutes ont passé. Puis les portes se sont ouvertes et Mason est sorti avec la même femme. Tous deux habillés pour le dîner, elle dans une robe noire ajustée. Lui dans la veste marine que j'avais repassée moi-même avant son départ. Ce n'étaient pas deux collègues terminant une réunion. C'était quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose avec un rythme et des habitudes intégrées. Le genre d'aisance qui ne vient que de la répétition. Il a posé sa main au creux de ses reins tandis qu'il marchait vers la porte. Elle s'est tournée et a embrassé sa joue, légèrement et familièrement. Et a dit quelque chose que je n'étais pas censé entendre, mais que j'ai entendu quand même. Sa voix portant juste assez dans le hall calme. Une fois le divorce finalisé. Nous n'aurons plus à faire ça. Je me suis levé. Mes jambes ont bougé avant que mon esprit n'ait pleinement traité la phrase. J'ai dit son nom, juste plat et clair. Mason. Il s'est retourné et j'ai vu son visage faire quelque chose que je n'oublierai jamais. Le calme facile et pratiqué a glissé en un instant. Remplacé par quelque chose proche de la panique brute. La femme a regardé entre nous, confuse, son sourire s'effaçant dans l'incertitude. « Qu'est-ce que tu fais à Chicago ?» a demandé Mason comme si j'étais celle qui devait une explication. Notre fille voulait surprendre son père. Ai-je dit. Son visage a pris la couleur du trottoir. La femme m'a regardé correctement maintenant, examinant mon manteau, mon visage. Cherchant le contexte. « Votre fille ?» a-t-elle demandé. « Je suis Lily Cooper. » ai-je dit. La femme de Mason. J'ai vu les mots atterrir sur elle comme quelque chose de physique. Son bras s'est lentement écarté du sien. Elle s'est présentée. « Claire » a-t-elle dit, même si je l'ai à peine enregistrée à ce moment-là. Et je voyais clairement qu'elle était aussi prise au dépourvu que moi. Mais dans une direction différente. Au cours des minutes suivantes, en fragments hésitants et incrédules. La forme de ce que Mason avait construit est devenue claire. Claire croyait qu'il et moi étions séparés depuis près d'1 an. Elle croyait que nous vivions dans des maisons différentes. Elle croyait que les papiers de divorce étaient déposés et attendaient simplement la signature d'un juge. Mason lui avait même montré une photo des documents, a-t-elle dit. Les pages étalées sur une table de cuisine qu'elle avait supposé être la sienne. Je n'avais jamais vu ces papiers. Je n'avais certainement jamais rien signé. L'expression de Claire est passée de la confusion à quelque chose de plus froid tandis que la vérité s'installait aussi sur elle. Elle n'avait pas seulement été trompée sur l'état d'un mariage. Elle avait été rendue complice d'une fiction, inconsciemment, pendant des mois. Mason a essayé de parler, quelque chose sur un malentendu compliqué, mais je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Depuis combien de temps dis-tu aux gens que notre mariage est terminé ? Lui ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas de réponse. Ou s'il en avait une, il n'était pas assez courageux pour la dire à voix haute dans ce hall. Devant 2 femmes qui avaient chacune, à leur manière, placé leur confiance dans la version de la vérité qu'il avait inventée pour sa propre commodité. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un message de Chloé, 13 ans et tenant encore une carte faite maison, attendant patiemment.
4 étages au-dessus d'une vie dont elle n'avait aucune idée. Maman? Quand est-ce qu'on peut surprendre papa? J'ai regardé Mason, debout là. La culpabilité écrite clairement sur un visage que je connaissais depuis 2 décennies. Et j'ai compris avec une clarté soudaine et terrible que la partie la plus difficile de cette journée n'était pas ce que je venais de voir. C'était de retraverser cette rue et de trouver quoi dire à la petite fille qui croyait encore que son père allait pleurer des larmes de joie en la voyant. Avant de retourner vers Chloé, je me suis tourné vers Mason une fois de plus. Je lui ai dit calmement et sans drame qu'elle n'avait rien vu, ni la femme, ni l'immeuble d'appartement, rien de tout cela. Et qu'il ne devait pas venir dans notre chambre jusqu'à ce que je décide comment ou si je devais lui dire que quelque chose avait mal tourné. Il a essayé de me suivre quand même, parlant déjà, tendant déjà la main vers une explication qu'il pensait pouvoir adoucir ce que j'avais vu. Je l'ai arrêté à la porte tournante de l'hôtel. Tu as eu des mois pour expliquer. Ai-je dit. Tu as choisi de mentir à la place. Il ne m'a pas suivi plus loin. En haut, Chloé était assise en tailleur sur le lit, la carte posée sur ses genoux, regardant à moitié un dessin animé avec le son bas. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu son visage changer au moment où elle a vraiment regardé le mien, comme les enfants le font, vous lisant avant que vous n'ayez dit un seul mot. Elle a demandé pourquoi nous n'allions pas voir la chambre d'hôtel de papa. Je lui ai dit que ses plans avaient changé à cause du travail, qu'il logeait quelque part d'autre à proximité. Ce n'était pas un mensonge complet. Ce n'était pas non plus la vérité. Et je détestais à ce moment-là être le genre de mère qui devait choisir lequel lui donner. Papa a fait quelque chose de mal? A-t-elle demandé. Et il n'y avait pas moyen d'éviter la franchise de cette question. La façon dont les enfants vont droit à ce que les adultes passent des heures à contourner. Ton père a fait des choix qui ont fait du mal à notre famille. Ai-je dit. J'essaie encore de les comprendre moi-même. Environ 1 heure plus tard, on a frappé. Chloé a couru vers la porte avant que je puisse l'arrêter. Mais elle a ralenti quand elle a vu nos 2 visages, le mien soigneusement composé. Celui de Mason brut et incertain d'une manière que j'avais rarement vue. Elle lui a quand même tendu la carte. Il l'a dépliée lentement, a lu les mots qu'elle avait écrits dans une écriture bouclée soignée. Tu nous as trop manqué pour qu'on reste à la maison. Et j'ai vu quelque chose en lui se briser. Il ne jouait pas. Pour la première fois de la journée, j'ai cru que ce que je voyais sur son visage était réel. Le début de la compréhension de ce que ses choix avaient réellement coûté. Chloé lui a demandé pourquoi il nous avait dit qu'il était en réunion alors qu'il n'était pas dû. Tout à la conférence. Mason a bredouillé une réponse qui n'est jamais tout à fait arrivée. Elle l'a regardé avec l'honnêteté franche et sans ciller que seule une fille de 13 ans peut avoir. Tu m'as dit que mentir, c'était ce que les gens faisaient quand ils avaient peur de la vérité. A-t-elle dit. Il n'avait rien à répondre à cela. Moi non plus. Plus tard ce soir-là. Après que Mason soit parti et que Chloé se soit enfin endormie avec la télévision qui murmurait. Encore, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. C'était clair. Elle avait trouvé mes coordonnées quelque part. Peut-être sur les réseaux sociaux ou une vieille carte de visite que Mason avait laissée dans un tiroir, et elle voulait, a-t-elle dit, me raconter tout. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a dit que j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Alors, je l'ai laissé parler. Au cours de l'heure suivante, dans une longue série de messages qui se déroulaient, Claire a exposé 9 mois d'une relation construite sur une histoire que Mason avait élaborée avec un vrai soin. Il lui avait dit que nous étions séparés depuis presque 1 an. Il avait dit qu'il logeait à l'appartement de Chicago pendant ses voyages d'affaires. Depuis, il construisait lentement une vie là-bas en vue d'un déménagement permanent une fois le divorce finalisé. Elle a envoyé des captures d'écran de conversation où il écrivait clairement. Lily a déjà signé. J'attends juste la date du tribunal. Dans une autre
Il expliquait qu'il avait utilisé de l'argent de sa part des biens pour couvrir la caution de l'appartement où ils vivaient ensemble à temps partiel depuis des mois. Je me suis assise au bord du lavabo de la salle de bain après avoir lu cela. La porte fermée pour que Chloé ne se réveille pas. Et j'ai ouvert notre application bancaire avec des mains pas tout à fait stables. Notre compte d'épargne joint semblait ordinaire. Mais le compte d'investissement, celui que Mason avait toujours géré. Celui auquel j'avais fait confiance parce que les chiffres n'étaient pas mon intérêt et qu'il semblait les apprécier, saignait régulièrement depuis 6 mois. De petits transferts faciles à manquer si on ne regardait pas de près. 4800 $ en février, 7200 $ en avril, 9500 $ de plus en juin. Parce qu'il gérait les investissements, je n'avais tout simplement jamais vérifié. Au total, près de 78 000 $ avaient discrètement disparu. Je suis resté assise là longtemps avec le téléphone qui brillait dans mes mains. Faisant le genre de calcul qui n'a rien à voir avec les nombres, comptant non pas les dollars. Mais les mois, les réunions, les appels vidéo manqués. Toutes les petites excuses que j'avais acceptées sans question. Parce que je faisais confiance à l'homme qui me les donnait. Quand Mason a enfin envoyé un texto demandant si nous pouvions parler le lendemain matin. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai plutôt regardé Chloé, endormie, un bras jeté sur la couverture. Portant encore le sweatshirt au renard qu'elle avait choisi ce matin-là pour faire sourire son père. J'ai pensé à la question que je lui poserais éventuellement. Celle qui avait déjà commencé à se former dans le calme de cette salle de bain. Claire était-elle la seule chose que tu cachais? D'une manière ou d'une autre, je savais déjà que la réponse ne serait pas simple. Chicago n'avait pas seulement révélé une liaison. Cela avait ouvert une porte, et derrière elle se trouvait quelque chose de bien plus grand. Une vie que Mason construisait depuis des mois, brique par brique. Pendant que je me tenais dans notre cuisine à Richmond, croyant chaque mot qu'il me disait. Nous avons changé nos vols et sommes rentrés à la maison le lendemain matin. Mason est resté derrière, nous disant qu'il avait besoin de régler des choses au travail. Même si je comprenais alors qu'il n'avait tout simplement pas le courage de s'asseoir à côté de nous. Dans cet avion. Le vol de retour n'avait rien à voir avec l'aller. Chloé n'a pas parlé. La carte était pliée au fond de son sac à dos. Et elle a passé la plupart du voyage à regarder par le hublot les nuages. Posant occasionnellement des questions. Je ne savais pas tout à fait comment répondre si son père allait nous quitter. Si c'était d'une manière ou d'une autre sa faute pour avoir suggéré le voyage en premier lieu. Je lui ai dit aussi calmement que je le pouvais que quoi qu'il arrive entre son père et moi. Elle ne serait jamais abandonnée. Je le pensais. Je le pense encore. Une fois à la maison, je n'ai pas pleuré devant elle. Et je ne me suis pas effondré comme une partie de moi le voulait. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. Je me suis organisé. J'ai sauvegardé tous les relevés bancaires que j'ai pu trouver. J'ai photographié nos déclarations de revenus, nos documents hypothécaires. L'acte de propriété de la maison. J'ai changé les mots de passe de mes comptes personnels et gardé des copies de nos certificats de naissance, passeport et dossier d'assurance quelque part où Mason ne penserait pas à chercher. Je n'ai pas vidé les comptes joints. Je n'ai rien détruit qui lui appartenait. Je n'ai pas posté un mot de cela en ligne. Un instinct en moi comprenait, même dans les heures les plus crues de cette semaine, que la façon dont je gérais cela compterait, non seulement pour le divorce, mais pour la femme que je devrais encore regarder dans le miroir ensuite. J'ai trouvé une avocate spécialisée dans le divorce, Rachel Moreno. Grâce à une collègue qui avait traversé sa propre séparation difficile 2 ans plus tôt. Rachel était calme d'une manière qui semblait presque clinique. Ce dont j'avais grand besoin à l'époque. Elle m'a dit de ne pas confronter davantage Mason jusqu'à ce que nous ayons sécurisé notre situation financière. L'argent déplacé pendant un mariage, a-t-elle expliqué, comptait généralement encore comme bien commun, quel que soit le nom sur le compte. Elle a recommandé un comptable judiciaire. Elle m'a dit que si Mason avait utilisé nos fonds communs pour soutenir une relation en dehors de notre mariage, ces dépenses pourraient être prises en compte dans la façon dont nos biens seraient finalement
Divisé. Elle m'a aussi mis en garde gentiment mais fermement de ne pas bloquer Mason pour voir Chloé. Moins qu'il n'y ait une véritable préoccupation de sécurité. Le punir à travers notre fille finirait par coûter plus à Chloé qu'à lui. J'ai dit à Rachel dans un moment d'honnêteté brute que je voulais qu'il perde tout. Elle m'a regardé calmement et a dit quelque chose que je porte depuis. Votre objectif n'est pas de le détruire. Votre objectif est de l'empêcher de détruire ce qui reste. Le comptable judiciaire a confirmé ce que je soupçonnais déjà et plus encore. Près de 78 000 $ étaient sortis de notre compte d'investissement vers des comptes personnels que Mason contrôlait seul. Une partie couvrait le loyer de l'appartement de Chicago. Une partie était allée vers des bijoux, des week-ends. Une caution qui aurait sécurisé cet appartement comme résidence permanente. Pire, plusieurs de ces voyages avaient été soumis à son entreprise comme des déplacements professionnels. Légitimes et remboursés. Et caché dans notre stockage cloud partagé, un dossier que j'avais oublié même existait. Un que nous avions utilisé des années plus tôt pour des photos de mariage. Se trouvait un projet d'accord de séparation que Mason avait apparemment assemblé discrètement. Dedans, il proposait que je garde la maison, mais que je prenne l'hypothèque complète moi-même. Il avait l'intention de garder la majeure partie de son compte de retraite. Il prévoyait de déménager à Chicago. Chloé et son projet le verraient pendant des vacances sélectionnées. Comme si sa présence dans sa vie était un élément à planifier plutôt qu'une relation à protéger. Mason est rentré 3 jours plus tard. S'attendant probablement à des larmes ou des cris ou une version de moi le suppliant de rester. Au lieu de cela, j'avais les documents financiers étalés sur la table de la cuisine quand il est entré. Il y a jeté un coup d'œil et a immédiatement prétendu que l'argent était une prime personnelle. Quelque chose de séparé de nos finances communes. Je lui ai rappelé calmement que les fonds étaient d'abord entrés dans notre compte joint avant qu'il ne les redirigeait discrètement. Il m'a accusé de violer sa vie privée en regardant de trop près. La vie privée, c'est fermer la porte de la salle de bain, lui ai-je dit. Ça, c'était de la tromperie. Il n'avait pas de réponse à cela non plus. Quelques jours plus tard, Rachel a officiellement notifié à Mason que j'avais déposé une demande de divorce et demandé une ordonnance temporaire pour protéger nos biens communs restants. Il a lu la lettre debout dans notre cuisine. La même cuisine où nous avions mangé 1000 dîners ordinaires pendant 18 ans. Et m'a regardé avec une expression entre l'incrédulité et le chagrin. Tu vas vraiment mettre fin à 18 ans pour une seule erreur? A-t-il demandé. J'ai pensé à Chicago, au hall de l'hôtel, à l'immeuble d'appartement. Le bras de Claire passait sous le sien. Le projet d'accord caché dans un dossier destiné aux souvenirs de mariage. J'ai pensé à chaque petite excuse que j'avais acceptée sans question parce que je faisais confiance à l'homme qui me les donnait. Chicago n'était pas une seule erreur. Ai-je dit. C'est là que j'ai enfin vu tous les choix que tu avais déjà faits. J'ai vu quelque chose céder dans son visage, pas tout à fait l'acceptation, pas encore. Mais la première fissure dans l'histoire qu'il se racontait à lui-même. Dehors, la lumière du porche s'est allumée avec la minuterie du crépuscule. Celle que Mason avait installée des années plus tôt. À l'époque où installer des choses pour notre maison ressemblait encore à un acte d'amour plutôt qu'à une habitude restante. Mason a emménagé dans un appartement loué de l'autre côté de la ville. L'un de ces complexes beige avec une piscine que personne n'utilisait en hiver. Pendant les premières semaines, Chloé a refusé de le voir. Je ne l'ai jamais poussé vers le pardon, mais je l'ai encouragé à parler à quelqu'un. Une thérapeute familiale que Rachel a recommandée, une femme nommée le Dr Patel. Spécialisée dans les adolescents traversant un divorce. Mason envoyait un texto à Chloé tous les jours. Elle lisait les messages. Elle n'en répondait pas la plupart. J'avais ma propre vie à maintenir debout entre-temps. Il y avait des factures qui se moquaient du chagrin. Un travail qui avait encore besoin de moi à 8 heures précises chaque matin. Une fille dont le calendrier scolaire ne s'arrêtait pas pour tout cela.
Les voisins demandaient prudemment où Masson était ces derniers temps. Je gardais mes réponses courtes et banales. Je n'étais pas intéressé à transformer notre rue en public. Claire, de son côté, a envoyé tout ce qu'elle avait à Rachel. Des mois de textos, des reçus d'appartements, des photographies. Même l'image falsifiée des papiers de divorce que Masson lui avait montré pour prouver que notre mariage était déjà terminé. Elle a coupé tout contact avec lui complètement. Quand elle m'a contacté directement pour s'excuser. Je n'avais plus beaucoup de colère envers elle à ce stade. Tu as cru le même homme que moi, lui ai-je dit. La différence, c'est que je l'ai cru pendant 18 ans. L'entreprise de Masson a fini par remarquer le schéma dans ses rapports de dépenses. Des voyages personnels à Chicago enregistrés discrètement comme des visites clients. Des frais d'hôtel qui ne correspondaient à aucune entrée de calendrier pour des réunions clients. Réel. Il n'y a pas eu d'arrestation dramatique, pas de menottes, rien d'un drame télévisé. Il a été suspendu en attendant un examen interne. Obligé de rembourser les fonds mal utilisés et privé de son titre de direction. Plutôt que d'attendre que l'enquête se termine publiquement, il a démissionné. Il m'a blâmé d'abord pour avoir détruit sa carrière. Comme si j'avais été celle qui remplissait ses rapports de dépenses pour lui. Je lui ai rappelé sans élever la voix que je n'avais pas du tout contacté son entreprise. Ses propres documents l'avaient fait d'eux-mêmes. Les négociations pour le règlement du divorce se sont étendues sur plusieurs mois difficiles. Masson voulait initialement garder la majeure partie de son compte de retraite et que je vende la maison purement et simplement. Mais la comptabilité judiciaire racontait une histoire différente de celle qu'il voulait. Près de 78 000 $ détournés vers une vie en dehors de notre mariage. Argent que le tribunal traiterait finalement comme faisant partie de sa part de nos biens combinés. Plutôt qu'une prime intacte. Dans l'accord final, j'ai gardé la maison. À condition que je puisse refinancer l'hypothèque à mon nom seul. Les comptes de retraite ont été divisés selon les directives de l'État. Masson a accepté de contribuer à la thérapie de Chloé et aux frais scolaires futurs. La garde a été arrangée avec un accent sur la stabilité pour elle. Pas la commodité pour l'un ou l'autre de nous. Il n'y a pas eu de moment tonitruant dans une salle d'audience, pas de juge frappant du marteau. Pas de scène digne de la télévision de jour. Le vrai poids de tout s'est plutôt installé dans une conversation calme que Masson et moi avons eue. Après la fin de la session de médiation. Debout près des ascenseurs d'un immeuble de bureau quelconque. Tous deux usés par des mois de paperasse, d'avocats et d'appels téléphoniques soigneusement gardés. Je n'ai jamais voulu perdre ma famille. A-t-il dit. Tu ne nous as pas perdus à Chicago. Lui ai-je dit. Tu as passé 9 mois à construire une vie qui ne nous incluait pas. Il a demandé calmement si je pensais que je lui pardonnerais un jour. J'ai considéré la question honnêtement avant de répondre parce que je lui devais au moins 7. Honnêteté, même maintenant. Le pardon viendra peut-être plus tard. Ai-je dit. La confiance ne reviendra pas. Il a hoché la tête lentement. Comme s'il s'attendait à cette réponse et détestait l'entendre confirmer quand même. Il n'y avait plus rien à dire après cela. Nous avons pris l'ascenseur ensemble en silence. Deux personnes qui avaient autrefois construit une vie entière à partir de petits jours ordinaires. Maintenant en divisant cette vie en dossiers et signatures. Dehors, Chloé attendait dans la voiture. Exactement là où je lui avais demandé de s'asseoir pendant que la réunion se terminait. Elle a baissé la vitre quand je me suis approché. Son expression quelque part entre l'espoir et la préparation à de mauvaises nouvelles. La façon dont les jeunes de 13 ans ont souvent l'air quand ils essaient très fort de paraître plus âgés qu'ils ne le sont. C'est fini ? A-t-elle demandé. Je suis monté à côté d'elle. J'ai démarré le moteur et laissé le chauffage commencer à ronronner contre le froid de fin d'automne. Dehors. Le mariage se termine. Ai-je dit. Notre vie ? Non. Elle m'a étudié un moment, comme elle avait étudié mon visage dans cette chambre d'hôtel à Chicago.
cherchant la vérité sous mes mots. Ce qu'elle y a trouvé a semblé la satisfaire, du moins pour l'instant. Elle a tendu la main et monté le volume de la radio et nous sommes rentrés à la maison ensemble à travers des rues qui ressemblaient exactement à ce qu'elles étaient un an plus tôt. Même si presque tout dans nos vies à l'intérieur avait changé. 9 mois se sont écoulés de la façon dont les années difficiles le font parfois. Lentement sur le moment et puis, en regardant en arrière, tout d'un coup. Le divorce a été finalisé au début du printemps. J'ai refinancé l'hypothèque seule, nerveuse pendant tout le processus, mais j'ai gardé la maison. Ce qui signifiait que Chloé n'avait pas à changer d'école ni à dire au revoir à l'érable qu'elle grimpait depuis ses 6 ans. J'ai pris du travail de comptabilité freelance le soir, quelques petites entreprises locales. D'abord une fleuriste, un magasin de quincaillerie familiale. Le bouche à oreille se répandait lentement. Comme il le fait quand les gens vous font confiance avec leurs chiffres. Finalement, j'en ai fait quelque chose de plus officiel, un petit cabinet à moi. Ce n'était pas le genre de transformation que l'on voit dans un film. Pas de révélation dramatique de succès caché. Juste une indépendance régulière et raisonnable construite client par client. Chloé et Masson ont retrouvé leur chemin l'un vers l'autre lentement, à travers de courts déjeuners. Au début, 1 heure par-ci par-là, rien de forcé. Leur relation n'était plus ce qu'elle avait été avant Chicago. Et je ne pense pas qu'elle le sera jamais complètement. Il n'a pas reçu le pardon au moment où il l'a demandé. À son crédit, il ne s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Il a commencé sa propre thérapie, et pour la première fois depuis que je le connaissais. Il a commencé à assumer ses choix à voix haute au lieu de les expliquer. Je suis resté en dehors. Intervenant surtout seulement quand je devais lui rappeler que les limites de Chloé passaient en premier, pas son confort. Un soir, des mois après ce nouveau rythme. Chloé s'est assise sur les marches du porche à côté de moi. Tandis que le ciel prenait cette nuance particulière d'orange qu'il a à la fin de l'été. J'aime toujours papa, a-t-elle dit. En regardant une paire de lucioles clignoter quelque part près de la haie. Je n'ai juste pas encore confiance en lui. Tu as le droit de ressentir les deux, lui ai-je dit. Et je le pensais plus qu'elle ne le réalisait, je pense. Quelques semaines après cette conversation. Je nettoyais un placard du couloir et j'ai trouvé la carte. Celle qu'elle avait faite pour ce voyage à Chicago. Encore pliée comme elle l'avait été dans son sac à dos. Le pli du vol pressé de manière permanente dans le papier. Je la lui ai apportée et lui ai demandé si elle voulait la garder quelque part. Elle l'a regardée longtemps, la tournant une fois dans ses mains. Non. A-t-elle dit finalement. C'était pour le papa que je pensais que j'allais voir. Elle ne l'a pas déchirée ni jetée dans un acte symbolique de colère. Elle l'a placée soigneusement dans une petite boîte à souvenirs dans sa chambre. Glissée entre de vieilles cartes d'anniversaire et un ticket d'une pièce de théâtre scolaire. Cela semblait juste d'une certaine façon, ne pas effacer ce qui s'était passé. Juste ne plus laisser cela diriger le cours de ses jours. Presque 1 an après ce premier voyage, Chloé et moi sommes retournés à Chicago ensemble. Juste nous deux cette fois. Nous avons marché le long de la rivière avec le vent venant de l'eau de la même manière qu'avant. Sauf que cette fois, cela ne ressemblait pas à quelque chose contre quoi je devais me raidir. Nous avons mangé une pizza deep dish dans un endroit près du Lop. Erré dans un musée pendant la majeure partie d'un après-midi. Et pris des photos devant le lac avec la skyline grise et argent étendue derrière nous. À un moment, debout à la rambarde avec l'eau qui coulait lentement en dessous. Chloé a demandé si je regrettais d'être venu ici la première fois. Si une partie de moi souhaitait que nous n'ayons jamais réservé ces billets. J'y ai pensé honnêtement avant de répondre. Je regrette ce que nous avons trouvé. Ai-je dit. Mais je ne regrette pas d'avoir trouvé la vérité. Elle a hoché la tête lentement, comme elle le fait quand elle tourne une idée dans sa tête. Testant son poids avant de décider quoi en faire. Pendant longtemps après ce premier voyage. J'ai cru qu'il avait été la chose qui avait brisé notre famille. Je comprends maintenant que ce n'est pas tout à fait juste. Chicago n'a pas créé le mensonge que Masson vivait.
Il a simplement rendu impossible pour ce mensonge de rester caché plus longtemps. La vérité a fait plus mal que presque tout ce que j'ai connu. Mais elle m'a aussi rendu quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu en chemin. Le droit de décider clairement et honnêtement à quoi ressemblerait le reste de ma vie. Notre famille ne ressemble plus à ce qu'elle était. Mais c'est encore une famille, simplement construite différemment maintenant. Sur un terrain plus stable que celui sur lequel je ne savais pas que je me tenais auparavant. Guérir, ai-je appris, ce n'est pas oublier. C'est atteindre un endroit où le souvenir ne décide plus ce que demain peut être. Nous sommes allés à Chicago parce que ma fille voulait surprendre son père. Au lieu de cela, nous avons découvert la vie qu'il nous cachait. Pendant longtemps, j'ai pensé que ce voyage avait mis fin à ma famille. Maintenant je comprends qu'il a mis fin au mensonge. Et parfois, la fin d'un mensonge est là où votre vraie vie commence enfin. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre où elle vous a trouvé ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir vos pensées. Lily a-t-elle fait les bons choix ou auriez-vous fait quelque chose différemment? Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque semaine. Donc, si vous ne voulez pas manquer la prochaine, abonnez-vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.